Arrête d'être une sangsue, a souri ma sœur avec un air suffisant lors de Thanksgiving. La pièce est devenue d'un silence de mort. J'ai juste souri, puis j'ai annulé les 5 paiements que je faisais pour elle. Son téléphone a commencé à s'affoler. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents en ce jeudi de Thanksgiving particulier était exactement le même qu'au cours des 15 dernières années. L'air vif de l'automne mordait le pare-brise et la radio jouait une boucle interminable de publicité pour les fêtes qui me nouaient toujours l'estomac d'une angoisse familière. La scène à l'intérieur de leur maison était exactement ce que vous imagineriez d'un film de vacances ringard et surproduit. L'odeur riche et lourde de dinde rôtie, de farce à la sauge et de cannelle flottait dans l'air, vous enveloppant à la seconde où vous franchissiez la lourde porte d'entrée en chêne. La belle argenterie, le genre qu'il passait des heures à polir, cliquetait contre la porcelaine coûteuse de ma mère, et un bourdonnement de conversation bas et poli remplissait la salle à manger immaculée et parfaitement décorée de mes parents. En surface, pour quiconque regardait par les fenêtres en verre dépoli, c'était l'image de la perfection américaine de banlieue. Mais sous toute cette argenterie polie et ces rires forcés, c'était un champ de mine. Ça l'a toujours été. Je suis Diana. J'ai 35 ans. Et d'aussi loin que je m'en souvienne consciemment, j'ai été la mule invisible et lourdement chargée de cette famille. J'étais arrivé exactement à l'heure, à 2:00 de l'après-midi précisément, tout comme je le faisais toujours. Je portais un gratin de patates douces fait maison qui m'avait pris 3 heures à préparer. Ma mère, Margaret, a ouvert la porte, a accepté le lourd plat en verre avec un petit sourire crispé, et l'a immédiatement placé sur une table d'appoint éloignée dans la cuisine pour qu'il soit complètement oublié. « Oh, Diana, tu es là » avait-elle dit, la voix atone, les yeux regardant déjà par-dessus mon épaule, scrutant l'allée à travers les voilages du salon. Elle vibrait pratiquement d'énergie nerveuse. « Ta sœur est un peu en retard. Elle est tellement occupée ces jours-ci avec son entreprise. » Je me suis mordu l'intérieur de la joue assez fort pour avoir le goût du sang. Je n'ai pas dit ce que je pensais réellement, à savoir que sa précieuse fille cadette n'était pas occupée. Elle était juste incroyablement égocentrique et adorait faire une entrée remarquée. Lorsque ma sœur Vanessa nous a finalement fait l'honneur de sa présence avec 45 minutes de retard, elle a été accueillie comme un héros de guerre sur le retour. Vanessa avait 25 ans, soit 10 ans de moins que moi, et avait l'air de sortir tout droit d'un tableau Pinterest pour l'esthétique luxueuse de l'automne. Elle a franchi la porte d'entrée dans un trench coat de créateur de couleur camel qui tombait parfaitement sur ses épaules, un brushing impeccablement décoiffé encadrant son visage. Et tenant une bouteille de vin importé qui coûtait probablement plus cher que tout mon budget de course pour le mois entier. Ma mère s'est précipitée pour la serrer dans ses bras, roucoulant bruyamment sur sa tenue et ses cheveux. Mon père, Richard, a émergé de son fauteuil et lui a tapoté affectueusement l'épaule, un rire sincère et retentissant résonnant dans le couloir. Vanessa avait cet effet enivrant, presque hypnotique, sur les gens. Elle était charmante, belle sans effort et dégageait une sorte de confiance arrogante que moi, debout maladroitement dans ma chemise boutonnée raisonnable à prix moyen et avec mon attitude discrète, n'avais jamais pu reproduire. Le dîner a commencé par la danse habituelle et angoissante de la conversation familiale. J'ai tenté de partager quelques nouvelles positives. J'ai brièvement mentionné mes récentes réussites, plus précisément un projet financier épuisant et à enjeux élevés que je venais de conclure avec succès dans mon cabinet d'expertise comptable, en espérant obtenir ne serait-ce qu'une once de validation. Cela a été accueilli par un « c'est bien », ma chérie, platé dédaigneux de la part de ma mère, qui n'a même pas levé les yeux de la saucière qu'elle faisait passer. Mais lorsque Vanessa s'est lancée dans une série d'histoires vagues, largement embellies, en citant des noms sur sa prétendue marque de style de vie et une potentielle nouvelle entreprise avec des influenceurs locaux, la table entière a explosé en halètements. En exclamations d'admiration et en questions détaillées et enthousiastes. J'étais assise là, au coin de la table, coupant ma dinde, mâchant méthodiquement et avalant le goût métallique et amer de la réalité. J'ai regardé Vanessa. Elle riait, rejetant ses cheveux en arrière, portant un bracelet en or massif qui accrochait la lumière chaude du lustre de la salle à manger. Mon sang a commencé à bouillir. Ce que personne dans cette salle à manger magnifiquement décorée ne savait, c'est que le bracelet en or, le manteau de créateur, la voiture chère dans l'allée et le fondement même de son existence glamour étaient construits sur un mensonge massif et étouffant. Et c'était moi qui en finançais chaque centime. Pendant exactement 5 longues années épuisantes, j'avais été la banque silencieuse et invisible qui la maintenait à flot. J'étais, à ce moment précis, assise à cette table, avec 5 ans de remboursement à mon actif pour éponger sa stupéfiante dette de carte de crédit de 52 800 €. C'était un arrangement secret,
une supplication désespérée qu'elle avait faite pour protéger son image. Chaque mois, une part massive de mon salaire durement gagné était discrètement siphonnée pour couvrir ces dégâts, pendant que je vivais dans un appartement exigu, que je portais des vêtements effilochés et que je regardais ma jeunesse s'envoler. Assise là, à la regarder s'imprégner de l'adoration de mes parents, le ressentiment a finalement commencé à déborder. Le point de bascule absolu s'est produit au moment où la tarte à la citrouille était coupée et servie. Les plats principaux lourds avaient été débarrassés. Le café coulait et le vin circulait un peu trop librement, abaissant les inhibitions de toutes les personnes présentes dans la pièce. Notre cousine Clara était assise à côté de moi, parlant à voix basse. Clara était de quelques années ma cadette, une fille intelligente et incroyablement travailleuse qui se noyait actuellement dans la dure réalité de la vie post-universitaire. Elle se penchait vers moi, me demandant des conseils professionnels concernant ses prêts étudiants qui s'accumulaient. J'étais plus qu'heureuse de l'aider. J'avais sorti un stylo de mon sac à main et j'esquissais un plan potentiel de consolidation de dette et de remboursement sur une serviette en papier, en lui expliquant les taux d'intérêt. C'était une conversation calme, privée et profondément pragmatique. Ou du moins, c'était censé l'être. C'est alors que Vanessa, assise juste en face de nous, s'est penchée par-dessus la table. Ses yeux brillaient d'un mélange toxique de trop de vin cher et d'un besoin désespéré de réaffirmer sa supériorité. Elle me regardait parler à Clara depuis plusieurs minutes, et manifestement, elle ne supportait pas le fait de ne pas être le centre de l'attention. Elle m'a complètement coupé au beau milieu d'une phrase. Honnêtement, Diana, a dit Vanessa, la voix intentionnellement forte, projetant ces mots pour que chaque personne à la longue table soit obligée d'entendre. Tu ne devrais vraiment donner de conseils financiers à personne. Je veux dire, regarde ta vie. Tu joins à peine les deux bouts dans ton minuscule appartement. Elle a pris une délicate gorgée de son vin, ses yeux se verrouillant sur les miens avec une méchanceté absolue et calculée. Tu devrais vraiment arrêter d'être une telle sangsue. Toujours à traîner, à plomber l'ambiance, à attendre une aumône. C'est honnêtement embarrassant. Le cliquetis des fourchettes à dessert s'est arrêté instantanément. Le bourdonnement bas et agréable des conversations est mort au fond des gorges de tout le monde. Un silence de mort, épais et étouffant, est tombé sur la salle à manger. 12 paires d'yeux ont fusé nerveusement du visage suffisant et impeccable de Vanessa vers le mien, figé et stupéfait. Une sangsue. Ma propre sœur venait de me regarder dans les yeux et de me traiter de sangsue. J'ai senti le sang se retirer complètement de mon visage, me laissant glacer. J'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé directement ma mère, Margaret. Elle regardait intensément ses genoux, refusant d'établir un contact visuel avec moi. J'ai regardé mon père, Richard. Il a soudainement trouvé les luminaires du plafond incroyablement fascinants, se tortillant de façon inconfortable sur sa chaise. Il savait. Ils connaissaient tous les deux la vérité. Ils savaient pour les paiements mensuels que je faisais, les sacrifices financiers extrêmes que j'endurais, le secret dévastateur que j'avais gardé pendant une demi-décennie juste pour protéger leur précieuse fille en or. D'avoir à faire face aux conséquences légales de ses propres habitudes de dépenses horribles. Ils n'ont absolument rien dit. Ils sont restés assis là, paralysés par leur propre déni, et l'ont laissé m'humilier verbalement devant nos tantes, oncles et cousins. Leur silence était un verdict. C'était le son le plus fort et le plus douloureux que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Cela confirmait tout ce que j'avais toujours craint depuis que j'étais une petite fille. Je n'avais aucune importance. Je n'étais rien de plus qu'un outil, un bouclier pratique à jeter devant Vanessa chaque fois que la vie devenait trop dure pour elle. Et dans ce moment de trahison profonde et destructrice pour l'âme, un interrupteur a finalement basculé dans mon cerveau. Ce n'était pas une rage brûlante, ardente et hurlante. Pas encore. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'était une clarté absolue. Un étrange et écrasant sentiment de calme a envahi tout mon corps. Le genre de clarté tranchante, froide et terrifiante que vous obtenez juste avant qu'un énorme éclair ne frappe le sol. Les 5 années de culpabilité écrasante, le besoin pathétique et permanent de l'approbation de mes parents, l'anxiété sans fin et épuisante concernant la réputation fragile de Vanessa, tout s'est évaporé dans les airs en une fraction de seconde. J'ai regardé à nouveau Vanessa de l'autre côté de la table. Son sourire narquois et vicieux était toujours fermement en place, ayant l'air incroyablement triomphante, fière du rire qu'elle pensait obtenir. J'ai souri. C'était un petit sourire, sincère, mais totalement dépourvu d'humour. Tu sais quoi, Vanessa, ai-je dit,
la voix parfaitement assurée, coupant le silence de mort de la pièce. Tu as tout à fait raison. J'ai lentement repoussé ma lourde chaise en bois, les pieds raclant bruyamment le sol en bois dur. Je me suis levé, je me suis excusé de table sans regarder personne d'autre, j'ai ignoré les regards confus et horrifiés de mes proches, et j'ai marché directement dans le couloir jusqu'au sanctuaire tranquille de la salle de bain des invités. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi avec un clic solide. Je me suis appuyé contre la porcelaine froide du lavabo, j'ai pris une profonde inspiration tremblante pour stabiliser mes mains tremblantes, et j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. Mes pouces ont bougé sur l'écran par pure mémoire musculaire, une précision exercée née de 60 mois angoissants de servitude silencieuse. J'ai ouvert mon application bancaire. Paiement à capital 1. Bénéficiaire, Vanessa. Montant, 200 €. Fréquence, mensuelle. J'ai appuyé sur Annuler. Paiement à chez Saphir. Bénéficiaire, Vanessa. Montant, 250 €. Fréquence, mensuelle. Annulé. Paiement à American Express. Bénéficiaire, Vanessa. Montant, 200 €. Fréquence, mensuelle. Annulé. Paiement à Discover. Bénéficiaire, Vanessa. Montant, 100 €. Fréquence, mensuelle. Annulé. Paiement de prêt personnel. Bénéficiaire, Vanessa. Montant, 130 €. Fréquence, mensuelle. Annulé. 5 pressions. 5 confirmations numériques distinctes clignotant sur mon écran. 5 années à me saigner à blanc. Complètement effacé en moins de 30 secondes. Le total était de 880 € par mois disparu. La lourde chaîne étouffante qui m'avait gardé violemment attaché à sa fausse vie glamour était enfin rompue. Je me suis lavé les mains, fixant mon propre reflet dans le miroir de la salle de bain. J'avais exactement la même apparence, mais la femme qui me regardait était fondamentalement et irrévocablement différente. J'ai déverrouillé la porte et je suis retourné lentement dans le couloir en direction de la salle à manger. Juste au moment où je franchissais le seuil, un léger bourdonnement agressif a commencé à l'extrémité de la longue table où se trouvait Vanessa. Il a bourdonné une fois, puis une autre fois, puis 3 fois en succession rapide. C'était son sac à main de créateur qui vibrait violemment contre le bois poli. Son téléphone recevait des notifications en rafale de 5 banques différentes, l'alertant de paiements échoués et de suspensions immédiates de compte. J'ai regardé calmement pendant qu'elle fouillait dans son sac, semblant agacée par l'interruption. Je l'ai regardé sortir son téléphone. J'ai regardé ses yeux scruter l'écran lumineux. Son sourire narquois, confiant et vicieux, a vacillé immédiatement, fondant comme de la cire pour être remplacé par une soudaine lueur de confusion absolue, puis de panique brute et non altérée. Sa tête s'est redressée brusquement, ses yeux écarquillés et sauvages, se verrouillant sur les miens à travers la pièce. La tempête venait de commencer, et c'était moi qui l'avais finalement invoquée. Pour vraiment comprendre la folie absolue de ce dîner de Thanksgiving et pourquoi ces 5 pressions sur mon téléphone ont ressemblé à une évasion d'une prison à sécurité maximale, il faut remonter le temps. Il faut reculer de 5 années angoissantes, à l'époque où j'avais 30 ans et où Vanessa n'en avait que 20. Mais honnêtement, même alors, la pourriture profonde de notre structure familiale s'était développée sans contrôle pendant des décennies. La dynamique toxique entre nous n'était pas un changement soudain et inattendu. C'était le fondement de toute notre existence. C'était la vérité inexprimée et indéniable qui façonnait activement chaque jour férié, chaque fête d'anniversaire, chaque dîner de famille banal du mardi soir. Vanessa était la fille en or, la jolie princesse qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais la bonne fille, la mule invisible et fiable. Ces concepts semblent vaguement similaires pour une personne extérieure, mais en réalité, ce sont des univers totalement opposés. La fille en or est aimée inconditionnellement pour ce qu'elle est exactement, ou plutôt pour sa beauté et pour ce que les parents ressentent lorsqu'ils l'exhibent devant leurs amis. La bonne fille, cependant, n'est aimée que conditionnellement pour ce qu'elle fait, pour les problèmes complexes qu'elle peut résoudre rapidement, et pour les lourds fardeaux qu'elle peut porter silencieusement sans se plaindre. Je me souviens clairement du jour de ma remise de diplôme universitaire. Je m'étais poussé au bord de la dépression nerveuse pour terminer tout en haut de ma promotion avec un diplôme exigeant en finance. C'était un programme notoirement difficile qui a failli briser mon esprit. Mes parents se sont présentés à la cérémonie, ont pris quelques photos obligatoires devant la bibliothèque,
et ma mère a simplement dit, « Nous sommes fiers de toi, Diana. C'est une bonne carrière stable. » J'avais exactement l'impression qu'il faisait l'éloge d'un appareil électroménager, comme si j'étais un achat de voiture raisonnable. Il n'y a eu aucune joie immense, aucune grande célébration, juste un bref clin d'œil à ma future utilité financière. Plus tard, au cours de cette même année, Vanessa a abandonné de manière spectaculaire son coûteux diplôme universitaire en communication après 2 semestres de fêtes totalement infructueux. Ont-ils crié? Ont-ils menacé de lui couper les vivres? Bien sûr que non. Mes parents se sont pratiquement brisé le cou en se précipitant dans sa ville universitaire, en la faisant sortir de sa résidence, et en l'emmenant dîner dans un restaurant ridiculement cher pour l'aider à naviguer dans ce qu'ils appelaient sa transition émotionnelle difficile. Ma mère a fièrement dit à tous les voisins que Vanessa était tout simplement un esprit trop créatif et libre, et que la structure rigide et dépassée de l'éducation formelle étouffait son esprit brillant. Quelques années plus tard, lorsque j'ai obtenu ma première grande promotion en entreprise, celle qui a finalement poussé mon salaire dans une tranche très confortable à 6 chiffres, je les ai appelés pendant mon trajet de retour à la maison, vibrant littéralement d'excitation. Mon père a répondu au téléphone. Sa réponse immédiate, « C'est super, ma grande. Écoute, peux-tu me faire une faveur et appeler ta sœur? Elle a des problèmes de voiture et a besoin d'aide pour régler la facture du garagiste. » Mon succès n'a jamais été vraiment le mien à célébrer. Il a été immédiatement réutilisé, classé et transformé en arme comme une nouvelle ressource financière pour la série interminable de désastres auto-infligés par Vanessa. Leur maison de banlieue était un sanctuaire littéral et inconfortable dédié à ma sœur. Ses diadèmes de concours de beauté du lycée et ses trophées de pom-pom girl étaient polis chaque semaine et exposés en évidence dans le salon. De massives photos professionnelles de ses prétendus contrats de mannequinat, des vacances payées par les dettes que je finirais par assumer, étaient encadrées dans de l'argent lourd sur le manteau de la cheminée. La seule preuve photographique que j'existais seulement était une petite photo fanée du jour de ma remise de diplôme, cachée derrière une pile de livres de cuisine dans la pièce poussiéreuse. Mon rôle désigné dans l'écosystème familial a été établi tôt et imposé brutalement. J'étais le filet de sécurité, le filet de secours financier permanent, l'adulte responsable qui s'assurait que les lumières restaient allumées en coulisses pendant que la star du spectacle jouait sur le devant de la scène. Le seul rôle de Vanessa était de briller. Et lentement, au fil des années de conditionnement subtil, j'ai commencé à croire l'horrible mensonge qu'ils me faisaient avaler. J'ai commencé à accepter qu'à leurs yeux, la fiabilité était intrinsèquement ennuyeuse. C'était attendu. Cela n'allait jamais être digne de l'adoration féroce, protectrice et inconditionnelle que Vanessa recevait juste pour le fait de respirer. L'appel téléphonique spécifique qui a détruit à lui seul le début de ma trentaine a eu lieu très tard lors d'un mardi soir froid et pluvieux. J'étais assise à mon bureau au siège de l'entreprise, travaillant extrêmement tard, les yeux me brûlant sous les lumières fluorescentes crues alors que j'essayais désespérément de réconcilier des comptes massifs pour un rapport financier trimestriel imminent. Mon téléphone portable a soudainement vibré violemment sur la surface en bois de mon bureau. Le nom de Vanessa a clignoté brillamment sur l'écran. Mon estomac s'est instantanément serré pour former un nœud dur. Un appel de ma sœur à 11h00 du soir ne signifiait jamais rien de bon. Cela ne signifiait jamais qu'elle voulait juste discuter. Sa voix, lorsque j'ai répondu avec prudence, était complètement dépouillée de sa bravade arrogante et pétillante habituelle. Elle était petite, tremblante et lourdement étouffée par des larmes dramatiques. « Diana, tu es toujours réveillée. As-tu une minute ?» Elle s'est immédiatement lancée dans une histoire hautement alambiquée et hystérique. Elle a affirmé que la marque de mode et de style de vie qu'elle était censée lancer avait rencontré un obstacle massif et imprévu. Selon elle, un investisseur majeur s'était retiré de manière inattendue à la dernière minute. Un fournisseur de tissus l'avait arnaqué, et elle se trouvait soudainement dans une situation financière massive et terrifiante. Elle a joué la victime à la perfection, sa voix se brisant à tous les bons moments, faisant passer cela pour un coup tragique d'une malchance incroyable, un minuscule obstacle injuste sur sa route garantie vers un succès entrepreneurial massif. Ce n'est que quelques cartes de crédit, Diana. Elle a sangloté dans le combiné, la voix teintée d'une onde théâtrale très répétée. Je me suis juste un peu trop étendu en essayant de construire l'image de ma marque. Tu sais à quel point cette industrie est impitoyable et compétitive. J'ai juste besoin d'un tout petit peu d'aide pour me remettre sur pied. Juste pour quelques mois, je te le jure devant Dieu, je te rembourserai chaque centime avec des intérêts même. Elle semblait si convaincante. Elle semblait si sincèrement terrifiée,
fragile et désespérée. Elle était ma petite sœur. La société et mes parents m'avaient toujours enfoncé dans le crâne qu'il fallait aider sa famille quoi qu'il arrive. C'est exactement ce que font les sœurs aînées capables, n'est-ce pas? On répare les choses. On fait disparaître les mauvaises choses. J'étais assise dans mon bureau sombre, écoutant la pluie frapper la fenêtre, frottant mes tempes battantes. J'avais un compte d'épargne très sain que j'avais saigné au fil des années de frugalité, un salaire solide, sous mon extérieur dur et professionnel, un besoin profondément pathétique et de longue date de l'approbation sincère de mes parents. Une pensée malade et dangereuse s'est glissée dans mon esprit épuisé. Peut-être, juste peut-être, que si je la sauvais maintenant, ce serait ma chance. Si je devenais l'héroïne ultime qui sauvait secrètement leurs précieux enfants en hors de la ruine publique totale, peut-être qu'ils me verraient enfin. Peut-être qu'ils m'aimeraient enfin comme ils l'aimaient, elle. C'est combien, Vanessa, ai-je demandé, un lourd sentiment d'effroi absolu s'installant au fond de ma poitrine. Elle a hésité à l'autre bout du fil, une longue pause calculée. C'est un peu beaucoup, mais je peux totalement m'en occuper une fois que ma nouvelle ligne sortira au printemps. J'ai juste besoin de garder les agences de recouvrement à distance pour le moment afin que ma cote de crédit ne s'effondre pas complètement. Cela tuerait littéralement toute mon entreprise avant même qu'elle ne commence. Elle l'a formulé parfaitement. Elle l'a présenté comme si je ne payais pas seulement une facture en retard. Je sauvais activement tout son avenir. Le un peu beaucoup s'est avéré être des soldes maximisés répartis sur 5 cartes de crédit différentes et un prêt personnel à taux d'intérêt élevé, totalisant exactement 52 800 €. Le chiffre brut était stupéfiant. L'entendre à voix haute m'a donné physiquement la nausée. Mais ses pleurs, l'idée de son échec public, la terreur absolue de ce que mes parents diraient si leur fille parfaite et brillante devait déclarer faillite, tout cela a complètement obscurci mon jugement logique. D'accord, ai-je chuchoté dans le téléphone, ce seul mot semblant incroyablement lourd, insensé et fatal alors même qu'il quittait mes lèvres. D'accord, Vanessa, je vais t'aider. J'ai stupidement mis en place les paiements mensuels automatiques moi-même, en liant directement mon propre compte bancaire au portail de ces cartes de crédit. Cela semblait plus sûr ainsi, pour garantir que l'argent aille réellement à la montagne de dettes et non à un tout nouveau sac à main Prada. Je me suis désespérément dit que ce n'était que temporaire. Quelques petits mois, un an tout au plus. Elle était ma sœur. Elle ne me ferait pas ça. C'était ma première et ma plus catastrophique erreur. Je ne payais pas seulement ses factures. Je finançais activement ses illusions. Et j'étais sur le point de devenir l'investisseur silencieux, invisible et profondément rancunier d'une vie somptueuse que je ne pouvais même pas me permettre de vivre moi-même. La première année à effectuer ces paiements automatiques massifs m'a semblé être un sacrifice temporaire noble, bien qu'incroyablement douloureux. Je me convainquais à plusieurs reprises que je faisais fondamentalement une bonne action, remplissant mon devoir ultime de sœur aînée responsable. Mais la dure réalité quotidienne de perdre 880 € chaque mois était absolument brutale. C'était une part massive et paralysante de mon revenu disponible. J'ai dû réduire drastiquement presque tous les aspects de ma vie. J'ai complètement arrêté de manger au restaurant, emballant méticuleusement de tristes petits sandwichs et des restes bon marché à apporter au bureau. J'ai repoussé de façon permanente l'achat de la voiture plus récente et plus fiable dont j'avais désespérément besoin, priant chaque matin pour que ma vieille berline crachotante ne tombe pas en panne sur l'autoroute. Et la partie la plus angoissante a été de regarder, impuissante, mon compte d'épargne, la seule chose que j'avais construite entièrement par moi-même. Ma principale source d'indépendance et de fierté stagnait complètement. Je travaillais plus dur que jamais, mais financièrement, je marchais sur un tapis roulant. Pendant ce temps, mes flux de médias sociaux sont devenus un défilé quotidien et angoissant des prétendus succès de Vanessa. Pendant que j'étais assise à mon minuscule comptoir de cuisine rayé, mangeant des nouilles bon marché un vendredi soir pour économiser 20 €, je faisais défiler Instagram et j'étais agressé par son dernier message. Elle était là, à Aspen, publiant un selfie impeccable sur un télésiège avec un sourire éblouissant et insouciant, portant une combinaison de ski de créateur avec la légende, travailler dur, s'amuser dur, la vie de président-directeur général. Le paiement American Express pour ce voyage de luxe exact a été débité de mon compte courant plus tard dans la même semaine. Un mois plus tard, elle était à Miami, posant sur le pont d'un yacht privé avec un groupe de personnes belles et riches, levant une coupe de champagne coûteux vers la caméra. La légende disait, conclure des affaires majeures sous le soleil. J'ai payé le solde minimum sur sa carte Chase Saphir,
la carte spécifique avec le taux d'intérêt criminellement élevé, tout en portant une chemise de travail qui commençait littéralement à s'effilocher au col parce que je ne pouvais pas justifier l'achat d'une nouvelle. Elle n'a jamais dit merci une seule fois, pas directement. L'ensemble de l'arrangement financier était un trou noir massif et terrifiant d'accords tacites et toxiques. Nous ne parlions jamais d'argent lors des réunions de famille. Reconnaître les paiements mensuels serait reconnaître ouvertement qu'elle était une fraude totale, et le système familial tout entier était méticuleusement conçu pour empêcher Vanessa de faire face à une quelconque version de la réalité. Dès la 2e année, il m'était indéniablement clair que la situation soi-disant temporaire était totalement permanente. Ses dépenses folles ne diminuaient pas. Elles ont explosé. Elle a audacieusement loué un tout nouveau véhicule utilitaire sport de luxe, affirmant qu'elle en avait besoin pour impressionner ses clients. Elle a quitté son ancien logement pour s'installer dans un appartement loft très tendance et follement cher dans le quartier du centre-ville. Elle a rencontré Nathaniel, un homme intelligent et prospère issu d'une famille riche de la vieille bourgeoisie, et a entamé une romance éclair très médiatisée. Elle s'est présentée à lui et au monde entier comme une brillante entrepreneur autodidacte sur le point de faire une percée mondiale massive. Le ressentiment en moi n'a pas fait que grandir. Il a muté en quelque chose de sombre. Il a commencé à cailler au fond de mes tripes. Une brûlure basse, constante et angoissante que je ressentais chaque fois que je me réveillais. Ma vie entière, mes objectifs, ma capacité à faire des rencontres, ma tranquillité d'esprit, tout avait été mis en attente permanente juste pour qu'elle puisse continuer à vivre un mensonge flagrant et incroyablement cher. C'est juste au début de la 3e année de ce cauchemar que j'ai commencé le tableau de bord. Ce n'était pas par vengeance. Pas au début, en tout cas. C'était strictement pour ma propre santé mentale fragile. J'avais l'impression de perdre activement la tête, d'être constamment manipulé psychologiquement par sa présence glamour sur Internet pendant que mon propre compte bancaire se vidait chaque mois. J'avais besoin de tout voir en noir et blanc, de manière froide, dure et indéniable, pour me prouver que je n'étais pas folle. J'ai créé un fichier Excel simple et brutal sur mon ordinateur portable personnel. La colonne A était la date. La colonne B, Capital 1, 200 €. La colonne C, Chase, 250 €. La colonne D, American Express, 200 €. La colonne E, Discover, 100 €. La colonne F, Prêt personnel, 130 €. La colonne G, le total mensuel de 880 €. Et puis la colonne H, le grand total. Les lignes s'étendaient à l'infini, mois après mois épuisant, année après année destructrice pour l'âme. Se connecter à ce tableau de bord chaque 30e du mois pour entrer manuellement les données et regarder le grand total grimper était à la fois écœurant et étrangement hypnotique. 31 680 €. 42 240 €. 52 800 €. Ce chiffre final, 52 800 €. Ce n'était pas que de l'argent. Cela représentait 5 années entières de ma vie. 5 années de vacances sautées, d'investissements retardés, de vie sentimentale inexistante et d'une existence calme et incroyablement solitaire. Toute ma jeunesse, tout mon dur travail réduit en fine poussière pour alimenter le mensonge brillant, éblouissant et parasitaire de ma sœur, Vanessa. Ce fichier Excel est devenu mon secret le plus profond et le plus sombre, mon seul témoin du crime commis contre moi. C'était la seule chose au monde qui connaissait toute la vilaine vérité sur la jolie princesse. Et alors que j'avais chargé ma voiture pour me rendre chez mes parents pour Thanksgiving cette année-là, je n'avais absolument aucune idée que mon témoin silencieux était enfin sur le point d'être appelé à la barre. Le trajet du retour vers mon minuscule appartement après ce désastreux incident de Thanksgiving était complètement surréaliste. Le trafic habituel des fêtes sur l'autoroute n'était rien de plus qu'un flou de feux arrière rouges, mais je n'en remarquais presque rien. Pour la toute première fois en 5 longues et épuisantes années, je me sentais incroyablement et merveilleusement légère. Le poids écrasant et étouffant de ce paiement mensuel de 880 €, un lourd fardeau auquel je m'étais si désespérément habitué que je ne le remarquais même presque plus, avait soudainement disparu. Mais honnêtement, c'était bien plus que de l'argent. Le lourd poids du secret, le ressentiment toxique, le besoin pathétique et désespéré de l'approbation de mes parents. Tout cela avait été cautérisé dans ce seul acte silencieux de défi absolu dans la salle de bain des invités. Je me suis glissé dans mon petit lit cette nuit-là et j'ai dormi mieux et plus profondément que je ne l'avais fait depuis une demi-décennie. La paix profonde a duré jusqu'à exactement 7h15 le lendemain matin. Mon téléphone portable a vibré agressivement contre le bois bon marché de ma table de nuit.
Je me suis retourné, clignant des yeux pour chasser le sommeil, et je l'ai attrapé. C'était un message de Vanessa. Et, question bizarre. Mon paiement American Express est-il passé hier? Je viens de recevoir une alerte vraiment bizarre sur mon application. J'ai regardé l'écran lumineux dans la faible lumière du matin et j'ai souri. Je n'ai pas répondu. J'ai juste reposé le téléphone. Exactement 5 minutes plus tard, un autre bourdonnement violent. Vanessa. Sérieusement, Diana, ma carte Chase vient d'être complètement refusée alors que j'essayais d'acheter un café chez Starbucks. Que se passe-t-il? As-tu oublié? Oublié. La pure condescendance non altérée dans ce seul mot était absolument époustouflante. Elle me parlait comme si j'étais son assistante personnelle, qui avait commis une erreur d'écriture mineure dans son emploi du temps. J'ai continué à fixer le plafond, l'ignorant complètement. Les messages ont commencé à arriver plus vite. Puis un staccato frénétique et vibrant de droits absolus et de panique montant rapidement. Vanessa. Décroche ton téléphone tout de suite. Vanessa. Ce n'est pas drôle. Diana, j'ai des factures massives à payer aujourd'hui. Le paiement de ma voiture est lié à l'une de ces cartes. Vanessa. Réponds-moi. Puis les vrais appels téléphoniques ont commencé. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran encore et encore, et j'ai laissé chacun d'eux aller directement sur la messagerie vocale. Le silence complet que je lui accordais, je le découvrais rapidement, était une arme bien plus puissante et dévastatrice que tous les mots colériques et hurlants que j'aurais pu prononcer. À exactement 9h00 du matin, mon téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois avec un nom différent sur l'identification de l'appelant. Maman. Je savais que je devais répondre à celui-ci. J'ai pris une très profonde inspiration, me préparant au choc, et j'ai glissé mon doigt pour accepter l'appel. Diana, que se passe-t-il bon sang? La voix de ma mère a crépité à travers le haut-parleur. Elle était tranchante, très accusatrice et totalement dépourvue de chaleur. Il n'y a pas eu de « bonjour ». Il n'y a pas eu de « comment vas-tu après hier soir ?» Bonjour à toi aussi, maman, ai-je dit, gardant ma voix incroyablement neutre et plate. Ne joue pas à des jeux et ne sois pas difficile, a-t-elle aboyé. Ta sœur est dans une panique totale. Elle dit que ses cartes sont refusées partout où elle va ce matin. Elle dit que tu ne réponds volontairement pas à ses appels. As-tu oublié de faire les paiements? C'était encore là. Ce mot exact. Oublié. Comme si c'était moi qui oubliais. Celle qui n'était pas fiable. Celle qui avait fait une gaffe. Non, maman. Je n'ai rien oublié, ai-je dit calmement. Il y a eu une pause tendue à l'autre bout. Eh bien, qu'est-ce que c'est alors? As-tu des problèmes financiers? Tu aurais dû simplement nous dire quelque chose au lieu de faire une crise. Nous aurions pu trouver une solution. L'implication profondément offensante était limpide. Si j'avais des problèmes pour payer les dettes de sa fille, alors j'étais le problème qui nécessitait une solution pour que la ligne de soutien vital à Vanessa puisse être rapidement maintenue. Je n'ai aucun problème financier, maman. Je vais très bien. En fait, mon budget mensuel personnel vient de se libérer d'exactement 880 € par mois. Le silence absolu à l'autre bout du fil était incroyablement lourd. Je pouvais presque entendre les rouages rouillés tourner désespérément dans sa tête, son profond déni en guerre violente contre la vérité naissante et horrifiante de ce que j'avais fait. Que as-tu fait? A-t-elle finalement chuchoté, la voix serrée et complètement essoufflée par l'incrédulité. J'ai fait exactement ce que Vanessa m'a dit de faire, ai-je dit, laissant les mots flotter dans l'air froid. Elle m'a dit très publiquement d'arrêter d'être une sangsue. Alors je l'ai fait. J'ai arrêté de payer ses factures. J'ai entendu une inspiration brusque et dramatique. Diana, tu ne peux pas être sérieuse. Tu sais qu'elle dépend complètement de toi. Tu es sa sœur aînée. Comment as-tu pu être si incroyablement égoïste après tout ce que nous avons fait pour toi? C'était ça. C'était la limite absolue. L'audace pure et totale de cette déclaration a brisé de façon permanente quelque chose en moi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété, ma voix tombant dans un registre dangereusement calme. J'ai payé 52 800 € de sa dette personnelle au cours des 5 dernières années. Une dette massive qu'elle a accumulée en vivant une fausse vie pour laquelle vous l'avez tous constamment félicité. Et hier, tu t'es assise à cette table et tu l'as laissé m'humilier devant tout le monde.
tu as clairement choisi ta fille préférée il y a longtemps. Eh bien, maintenant, ta fille préférée va devoir se débrouiller toute seule. La banque de Diana est officiellement et définitivement fermée. Je n'ai pas attendu qu'elle formule une réponse. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient follement, non pas de peur, mais d'une adrénaline pure et non altérée. La toute première vraie bataille de ma vie venait d'être livrée. Et pour la toute première fois, je n'avais pas reculé. Je pensais honnêtement que l'appel téléphonique brutal avec ma mère allait être le pire absolu de l'histoire. J'avais tellement tort. Le véritable coup de poing dans le ventre, celui qui a vraiment pris le couteau déjà planté dans mon dos pour le remuer, est arrivé exactement 1 heure plus tard. Mon père, Richard, m'a appelé. Mon père et moi avions toujours eu une compréhension très calme et inexprimée entre nous. C'était un homme de très peu de mots, un observateur principalement passif dans l'orbite intense de ma mère, faite de favoritisme frénétique. Mais j'avais toujours naïvement cru que, sous son lâche silence, il était fondamentalement un homme juste. C'était lui qui s'était assis à la table de la cuisine pour m'apprendre à équilibrer un chéquier quand j'avais 16 ans. C'était lui qui soulignait toujours l'extrême importance de maintenir une bonne cote de crédit et de vivre strictement selon ses moyens. Je pensais, bêtement, que de tous, il verrait la logique froide et dure de mes actions. Je pensais qu'il serait secrètement mon allié. « Diana » a-t-il dit quand j'ai répondu, sa voix incroyablement basse et lourde d'une profonde déception. C'était le ton exact de voix qu'il utilisait quand j'étais enfant et que j'avais accidentellement cassé une fenêtre dans le garage. « Salut, papa » ai-je dit, une minuscule once d'espoir pathétique vacillant encore dans ma poitrine. « Ta mère est très, très contrariée. » Il a commencé immédiatement. « Tu l'as mise dans une situation terrible aujourd'hui. » Pas, Vanessa est dans une situation terrible. Pas, tu dois souffrir financièrement ou émotionnellement. Mais, tu as contrarié ta mère. Une fois de plus, mes sacrifices massifs et mon point de rupture n'étaient encadrés que par la façon dont ils dérangeaient tous les autres dans la maison. Je ne l'ai mise dans aucune situation. Papa, ai-je dit, serrant fermement le téléphone, essayant de garder ma voix stable. Les choix terribles de Vanessa et la réaction complètement aveugle de maman sont ce qui a créé toute cette situation. C'est ta petite sœur, a-t-il dit, et le ton profondément condescendant de sa voix m'a donné la chair de poule. Les familles sont censées s'entraider quand les choses deviennent difficiles. C'est juste ce que nous faisons. Connaissais-tu seulement le montant total, papa, ai-je demandé, coupant rudement à travers ses platitudes fatiguées. Est-ce que maman t'a déjà dit le chiffre exact? Je savais que tu l'aidais un peu, a-t-il marmonné sur la défensive. C'était 52 800 € sur 5 ans, ai-je dit, prononçant chaque syllabe clairement. Pendant qu'elle achetait des vêtements de créateur et prenait des vacances de luxe, je vivais dans un appartement grand comme une boîte à chaussures et je mettais toute ma vie entre parenthèses pour couvrir cela. Le savais-tu? Il y a eu une très longue pause inconfortable avant qu'il ne finisse par parler. Sa voix était tendue. Je ne connaissais pas les chiffres précis. Mais bon, maintenant tu les connais, ai-je interrompu. Et hier, tu connaissais les détails exacts de ce dont elle m'a traité à cette table de dîner. Et tu n'as absolument rien fait. Tu es juste resté assis là. Tu n'as rien dit. C'était ça. Le moment de vérité absolue. Je lui offrais une dernière chance, une bouée de sauvetage pour se racheter à mes yeux en tant que père. Il aurait pu facilement dire, « Tu as raison, Diana. Je suis tellement désolé. J'aurais dû prendre ta défense. » Au lieu de cela, il a pris une profonde inspiration et a dit les mots exacts qui ont détruit de façon permanente la toute dernière once de respect que j'avais pour lui. « Tu as vraiment changé, Diana » a-t-il soupiré lourdement. « Tu étais autrefois une si bonne fille, si gentille et serviable. Maintenant, tu es juste cruelle. » Cruelle? Le mot m'a frappé en pleine poitrine comme un coup physique. Moi qui m'étais saigné à blanc pendant 5 ans. Moi, qui avais tranquillement permis leur illusion massive juste pour maintenir la paix dans leur maison. Moi, qui voulais juste désespérément un simple merci. J'étais la cruelle. Le téléphone était glissant de sueur dans ma main. Ma gorge s'est complètement nouée, et pendant une seconde terrifiante, je n'ai pas pu respirer, et encore moins parler. Il ne défendait pas seulement le comportement horrible de Vanessa. Il pleurait activement la perte complète de la fille docile et très utile que j'avais l'habitude d'être. Il n'était pas triste pour ma douleur.
Il était triste que le distributeur automatique personnel de sa famille se soit soudainement découvert une colonne vertébrale. Je dois y aller, papa. J'ai réussi à étouffer ma voix, épaisse d'une trahison si incroyablement profonde que cela ressemblait exactement à un deuil. Pense juste à ce que cela fait à ta sœur, a-t-il dit, livrant un dernier tir d'adieu. Je l'ai fait, ai-je dit, ma voix se transformant finalement en glace absolue. Pendant 5 ans, elle a été la seule à qui j'ai pensé. Maintenant, pour la toute première fois de ma vie, je vais penser à moi. J'ai mis fin à l'appel et, debout dans le silence écrasant de mon petit appartement, je me suis enfin autorisé à m'effondrer et à faire mon deuil. Pas pour Vanessa, pas pour l'argent, mais pour la famille que j'avais toujours cru avoir et pour le père que je souhaitais désespérément qu'il ait pu être. Lorsque le chantage émotionnel direct de mes parents a complètement échoué à me forcer la main, Vanessa a rapidement changé de tactique. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus me contrôler. Alors, elle a décidé qu'elle devait contrôler le discours public. Elle a immédiatement lancé une campagne de dénigrement à grande échelle dans tout notre cercle social, et j'étais la cible principale. Cela a commencé discrètement avec la famille élargie. Mon téléphone a commencé à vibrer constamment avec des messages entrant de tantes et d'oncles très inquiets. Ma tante Patricia, la sœur cadette de ma mère, a envoyé un message en premier. « Diana, ta mère est folle d'inquiétude pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien? Nous sommes tous là pour toi si tu traverses une sorte d'épisode mental. » L'implication toxique était flagrante. Je n'agissais pas rationnellement. Je devais faire une sorte de dépression nerveuse. Puis est venu un long message de mon oncle Warren. « Salut ma grande, Vanessa m'a dit que vous vous étiez un peu disputé pour une vieille histoire d'argent. Elle se sent terriblement mal à ce sujet. Elle a dit qu'elle craignait vraiment que tu sois sous beaucoup de stress dans ton emploi en entreprise et que tu ne penses peut-être pas clairement en ce moment. » Vanessa se peignait de manière impeccable comme la petite sœur profondément inquiète et indulgente, et me présentait comme la sœur aînée complètement instable, vindicative et folle. Elle disait à tout le monde dans mon dos que je lui avais prêté une très petite somme d'argent il y a des années. Et maintenant, sorti de nulle part, je traversais une crise de santé mentale et je faisais une montagne de rien. Elle déformait magistralement mon acte désespéré de préservation de soi en un acte de pure folie. La partie absolument la plus exaspérante était que cela fonctionnait à merveille. Ma famille avait un scénario préétabli très confortable qu'elle aimait suivre. Vanessa est charmante, belle et réussie. Diana est calme, bizarre et travaille juste beaucoup. Mon refus soudain de jouer mon rôle désigné était beaucoup plus facile à expliquer pour eux comme une défaillance mentale personnelle de ma part, plutôt que d'affronter la vérité hautement inconfortable selon laquelle leur fille en or était une fraude manipulatrice. Ensuite, elle a décidé de rendre la campagne publique. Vanessa a publié une mise à jour de statut vague et incroyablement mélodramatique sur ses pages Instagram et Facebook. C'était une véritable leçon d'agressivité passive toxique. C'était une photo en noir et blanc magnifiquement filtrée d'elle regardant pensivement par une fenêtre striée de pluie, serrant une tasse de thé. La légende disait « Je traverse des moments vraiment difficiles ces derniers temps. C'est si incroyablement dur quand les personnes que vous aimez et soutenez le plus sont exactement celles qui essaient de vous démolir dans votre dos. La jalousie financière est une chose très réelle, très laide. Je prie pour la paix, la lumière et la guérison pour toutes les personnes impliquées, même celles qui m'ont blessé. » La section des commentaires s'est immédiatement transformée en une avalanche de sympathie aveugle. Reste forte, ma belle. Ne laisse pas les haineux toxiques te déprimer. Je n'arrive pas à croire qu'un membre de la famille puisse être aussi cruel envers toi. Elle n'a pas explicitement utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Toute la famille élargie savait exactement de qui elle parlait. Elle me qualifiait publiquement de jalouse et de déséquilibrée. La femme dont je m'étais littéralement affamé pour financer la vie de luxe m'accusait maintenant ouvertement de jalousie financière. L'ironie était si incroyablement épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. J'ai ressenti une vague massive de colère chauffée à blanc. Mon tout premier instinct a été de riposter agressivement. Je voulais prendre des captures d'écran du tableau de bord massif, les publier partout et l'exposer brutalement pour la menteuse qu'elle était. Mais ensuite, j'ai pris une grande inspiration et j'ai changé d'avis. Une querelle publique désordonnée était exactement ce qu'elle voulait. Cela me ferait simplement paraître exactement aussi désespérée et enfantine qu'elle le prétendait. Non, elle voulait désespérément une réaction. Elle voulait que je perde mon sang-froid pour lui donner raison.
Je n'allais absolument pas lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule et unique personne de toute notre famille élargie en qui je savais pouvoir avoir réellement confiance. Ma cousine Clara. Elle était intelligente, incroyablement pondérée et avait toujours secrètement vu clair dans les absurdités toxiques de la famille concernant Vanessa. « Clara, c'est Diana », ai-je dit quand elle a décroché. « Je sais », a-t-elle répondu immédiatement, la voix chaleureuse, mais très sérieuse. « J'ai attendu ton appel toute la matinée. J'ai vu la publication ridicule de Vanessa. Ne t'inquiète pas. Je ne crois pas un traître mot de ces ordures. Maintenant, dis-moi tout depuis le début. » Et pendant l'heure qui a suivi, je l'ai enfin fait. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des 5 années, des 880 € par mois, du tableau de bord massif, de la vraie raison derrière la scène de Thanksgiving et des appels téléphoniques horribles de mes parents. J'ai mis à nu toute cette histoire incroyablement laide. Quand j'ai eu complètement terminé, il y a eu un long moment de silence au bout du fil. Puis Clara a dit « Ouah ». Je savais qu'il la favorisait lourdement, mais je n'avais absolument aucune idée que c'était aussi mauvais sur le plan légal et moral. Diana, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Il était temps que quelqu'un lui tienne enfin tête. De quoi as-tu besoin de ma part? Sa validation instantanée et inconditionnelle a ressemblé à une bouée de sauvetage jetée dans une mer turbulente de manipulation psychologique. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas cruelle. J'en avais juste enfin terminé. Pour l'instant, crois-moi simplement, ai-je dit, la voix lourde d'émotion. Toujours, a-t-elle dit fermement. Maintenant, voyons ce qui va suivre. Savoir que j'avais au moins une personne dans mon camp m'a donné la force d'affronter la tempête massive que je savais être encore en train de se préparer à l'horizon. L'après-midi suivant, j'étais assise à mon bureau, essayant de m'enfouir dans des tableaux de bord qui me payaient réellement lorsque mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était un autre singe volant de la famille, mais un instinct étrange m'a poussé à répondre. « Bonjour, est-ce Diana ?» La voix à l'autre bout était masculine, grave, très professionnelle et vaguement familière. « Oui, c'est moi », ai-je dit avec prudence. « Diana, c'est Nathaniel, le mari de Vanessa. » Mon sang s'est instantanément glacé. Mes mains ont resserré leur emprise sur mon stylo. Était-ce la prochaine vague de l'attaque? Appelait-il pour me hurler dessus? Pour défendre farouchement sa femme délicate et victimisée? Nathaniel, ai-je dit, forçant ma voix à rester aussi neutre et calme qu'humainement possible. Bonjour, je sais que c'est un appel téléphonique incroyablement embarrassant à passer. Il a commencé, et son ton n'était ni hostile ni colérique du tout. Il semblait profondément confus et épuisé. Je m'excuse de t'appeler à l'improviste pendant ta journée de travail, mais Vanessa est, eh bien, elle est extrêmement agitée depuis 2 jours, et franchement, elle n'est pas très logique en ce moment. Je suis restée complètement silencieuse, le laissant parler. Elle n'arrête pas de parler d'un désaccord commercial massif que vous avez soudainement eu toutes les deux, a-t-il continué prudemment, en choisissant ses mots. Mais quelque chose très étrange se sont produites depuis hier matin. Notre compte courant commun est nettement plus bas qu'il ne devrait l'être. Et je viens de recevoir une alerte sur mon téléphone concernant un paiement manqué sur une carte de crédit que je ne savais même pas qu'elle avait encore ouverte. Quand je lui ai posé la question, elle a été incroyablement évasive et sur la défensive à ce sujet. Je pouvais entendre la précision calculée dans ses mots. C'était un homme intelligent. Il allait à la pêche aux informations, mais il le faisait intelligemment. Elle a mentionné ton nom en relation avec le paiement manqué, a-t-il dit, sa voix baissant légèrement, semblant presque embarrassée. Cela va paraître incroyablement étrange, Diana, mais elle a laissé entendre que tu étais d'une manière ou d'une autre responsable de faire ces paiements. Ce n'est absolument pas possible, n'est-ce pas? Le moment est resté lourdement suspendu dans l'air, hautement chargé de possibilités inexprimées. C'était le moment critique. Je pouvais tout lui dire tout de suite et risquer une explosion immédiate au téléphone, ou je pouvais faire l'ignorante et rester en dehors de leurs problèmes conjugaux. J'ai pensé aux mots de Clara. Violence financière. J'ai pensé à Nathaniel, un gars fondamentalement décent qui avait été marié à son insu à un mensonge massif et coûteux. Il méritait absolument la vérité, mais je devais être intelligente sur la façon de la lui livrer. Nathaniel, ai-je dit lentement, en choisissant mes mots avec une extrême prudence. Je pense que toi et moi devons avoir une très longue conversation,
mais pas au téléphone et certainement pas avec Vanessa impliquée. Juste nous deux. Il y a eu une longue pause de son côté. Je pouvais pratiquement l'entendre assimiler les lourdes implications de ma déclaration. Oui, a-t-il finalement dit, sa voix se raffermissant instantanément. Toute la confusion remplacée par une détermination soudaine et inébranlable. Je pense que tu as raison. Nous avons rapidement convenu de nous rencontrer dans un café calme de l'autre côté de la ville plus tard dans la soirée. J'avais à peine raccroché le téléphone que l'interphone de mon bureau a violemment bourdonné. C'était Sarah, la réceptionniste. Sa voix semblait incroyablement agitée et paniquée. « Diana, ta sœur est ici dans le hall pour te voir. Elle n'a pas de rendez-vous et elle a l'air vraiment contrariée. Mon estomac s'est complètement et violemment contracté. Dis-lui que je suis dans une réunion à huis clos. Sarah, je l'appellerai beaucoup plus tard. » Moins d'une minute plus tard, l'interphone a de nouveau bourdonné. « Diana, elle ne m'écoute pas. Elle vient de forcer le passage au bureau de la sécurité. Elle se dirige vers ton bureau en ce moment même. » Avant même que je puisse réfléchir à ce qu'il fallait faire, les lourdes portes en verre du département de la comptabilité se sont ouvertes violemment, heurtant le mur avec un claquement sonore. Et voilà qu'était Vanessa. Son visage habituel et impeccable était un masque tordu de pure fureur. Ses cheveux de créateur étaient complètement ébouriffés. Elle a marché directement dans l'allée vers mon box, ignorant complètement les regards stupéfaits et écarquillés de mes collègues de l'entreprise. « Nous devons parler tout de suite », a-t-elle sifflé bruyamment, s'arrêtant juste devant mon bureau, la voix incroyablement menaçante. « Vanessa, ceci est mon bureau professionnel. Tu ne peux absolument pas être ici, ai-je dit en me levant rapidement, faisant de mon mieux pour garder ma voix basse et professionnelle afin de minimiser les dégâts. Du coin de l'œil, j'ai vu mon patron, Monsieur Harrison, sortir de son bureau d'angle avec un profond froncement de sourcils. « Je me fiche de ton travail stupide. Tu es en train de ruiner complètement ma vie, » a-t-elle hurlé, sa voix augmentant en volume jusqu'à ce qu'elle résonne sur les dalles du plafond. Les gens se levaient littéralement dans leur box pour la fixer ouvertement. « Tu penses que c'est une sorte de blague malade. Tu as coupé mes cartes sans aucun avertissement whatsoever. Je pense que tu dois partir immédiatement, ai-je dit fermement, mon visage brûlant d'une gêne intense. Pas avant que tu n'aies arrangé ça. Rétablis les paiements automatiques tout de suite. Je te rembourserai. Je le jure, a-t-elle bredouillé, le mensonge désespéré sonnant incroyablement creux même à ses propres oreilles. Juste à ce moment-là, Monsieur Harrison s'est approché. C'était un homme de la fin de la soixantaine, très calme et pragmatique. Il s'est tenu juste à côté de mon bureau, sa présence imposante forçant immédiatement le respect. « Y a-t-il un problème ici, Diana ?» a-t-il demandé, ses yeux sévères fixés droit sur Vanessa. « Non, monsieur. Ma sœur était sur le point de partir, ai-je dit rapidement. » Monsieur Harrison a regardé Vanessa de haut en bas avec un dédain absolu. « Ceci est un lieu de travail, jeune femme. Quels que soient les problèmes personnels que vous avez, vous allez les régler ailleurs immédiatement. Maintenant. » Sa voix était très calme, mais elle portait le poids indéniable et écrasant d'une autorité massive. Vanessa a regardé follement de Monsieur Harrison à moi, sa poitrine se soulevant lourdement. Elle était clairement venue ici en voulant m'intimider, faire une scène massive et embarrassante et me forcer la main par la pression publique. Au lieu de cela, elle venait juste de se faire passer pour une enfant hautement instable et imprévisible devant tout mon monde professionnel. Complètement vaincue et humiliée, elle m'a lancé un regard de pure haine venimeuse, a tourné brusquement sur ses talons coûteux et est ressortie en trombe par les portes en verre. Monsieur Harrison l'a regardée partir jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, puis s'est tourné vers moi. « Tout va bien ? » ?»« Oui, monsieur. »« Je suis incroyablement désolé pour la perturbation, me suis-je excusé. »« Ne vous excusez jamais pour son comportement, » a-t-il dit avec une quantité surprenante d'empathie sincère dans les yeux. « La famille peut être extrêmement compliquée. L'incident a été hautement humiliant, mais en me rasseyant, j'ai réalisé que c'était aussi un cadeau énorme. » Vanessa venait de montrer publiquement ses vraies couleurs. Elle n'était pas une entrepreneure charmante et bien organisée. Elle était une brute imprudente et désespérée. Et elle venait de le prouver au monde. Son acte d'intimidation désespérée s'était retourné contre elle de façon spectaculaire. Ma rencontre secrète avec Nathaniel était prévue à 6.00 dans un café calme et faiblement éclairé de l'autre côté de la ville, loin de tous ceux qui pourraient nous reconnaître.
Il est arrivé exactement à l'heure, toujours vêtu de son élégant costume de bureau. Il avait l'air incroyablement serein de l'extérieur. Mais en s'asseyant en face de moi, j'ai pu voir clairement la tension serrée et épuisée dans la ligne de sa mâchoire. « Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer, Diana », a-t-il dit, sa voix très assurée. « Bien sûr », ai-je répondu. Nous avons fait les gestes de commander des cafés, la petite conversation polie semblant absurdement normale et surréaliste étant donné la bombe massive sur laquelle nous étions assis. Une fois que le serveur s'est éloigné, Nathaniel a complètement laissé tomber les amabilités et est allé droit au but. J'ai passé presque toute la nuit dernière à examiner les finances de notre ménage, a-t-il dit, son regard direct et totalement inébranlable. Ou plutôt ce que je pensais bêtement être nos finances complètement communes. Diana, Vanessa m'a menti, et pas seulement de petits pieux mensonges, mais des mensonges fondateurs massifs. Il a pris une gorgée lente de son café noir. J'ai trouvé des relevés numériques pour 2 cartes de crédit à plafond élevé qu'elle m'avait juré en face avoir fermé il y a plus de 3 ans. J'ai découvert que l'énorme acompte pour son véhicule utilitaire sport de luxe ne provenait pas des bénéfices de son entreprise comme elle le prétendait, mais d'un prêt personnel à taux d'intérêt terriblement élevé qu'elle a contracté en secret. Il a fait une pause, ayant l'air incroyablement peiné. Et le plus accablant de tout, j'ai appelé mon père ce matin. Comme tu le sais, il est conseiller financier principal. Je lui ai demandé de se renseigner très discrètement sur le fonds fiduciaire de la famille Thompson dont Vanessa a toujours prétendu qu'il était son filet de sécurité financière. L'héritage de sa tante éloignée. Nathaniel a laissé échapper un petit rire sec et sans humour. Comme je suis incroyablement sûr que tu le sais déjà, Diana, il n'existe absolument pas. Il n'a jamais existé. Il n'y a pas d'héritage secret. Je suis resté assise là et j'ai hoché lentement la tête, le laissant contrôler le flux de la conversation. Alors, je dois te redemander directement, a dit Nathaniel en se penchant en avant. Étais-tu celle qui payait ses factures toutes ces années? C'était le moment. Fini de se cacher dans l'ombre. Fini de protéger l'enfant en or. Oui, ai-je dit d'une voix forte. Pendant exactement 5 ans. J'ai un tableau de bord entier documentant chaque centime si tu veux le voir. J'ai sorti mon ordinateur portable personnel de mon sac, j'ai ouvert l'écran et je l'ai tourné pour qu'il lui fasse face sur la petite table. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer. Nathaniel était un homme incroyablement intelligent qui travaillait avec des chiffres tous les jours. Il a compris la réalité brutale du tableau de bord instantanément. Il a fait défiler lentement les 60 lignes dans un silence total, sa contenance professionnelle finissant par se fissurer juste un petit peu. J'ai regardé une seule larme tracer un chemin sur sa joue, et il l'a essuyée avec colère du dos de la main. Tout ce temps, a-t-il chuchoté, parlant plus à lui-même qu'à moi. Elle m'emmenait dans des dîners de luxe, insistant agressivement pour payer l'addition. Elle m'achetait des montres ridiculement chères pour mon anniversaire avec ton argent durement gagné. Avec de l'argent qu'elle pompait littéralement à sa propre sœur, qui vit dans un minuscule appartement. Elle a pleuré et m'a dit que ce n'était que temporaire quand ça a commencé, ai-je dit doucement. J'ai été assez stupide pour la croire. C'est une menteuse très, très convaincante. Oui, elle l'est, a-t-il convenu, sa voix se durcissant pour devenir quelque chose de froid et de tranchant. Il a fermé mon ordinateur portable d'un coup sec et définitif. Eh bien, les mensonges s'arrêtent absolument ce soir. J'en ai complètement fini. Je ne vais pas la laisser m'entraîner dans sa ruine financière catastrophique. J'ai déjà pris rendez-vous pour parler à un avocat spécialiste du divorce demain matin afin de bien comprendre mes options si elle ne peut pas réparer ça immédiatement. Les mots lourds flottaient dans l'air entre nous. Incroyablement définitif et dévastateur. J'ai convoqué une réunion de famille obligatoire pour 8.00 ce soir. A-t-il soudainement annoncé, son ton passant de celui d'un mari blessé à celui d'un commandant militaire. À notre loft. Mes parents seront là. Tes parents seront là. Vanessa, bien sûr. Et j'ai besoin que tu sois là aussi, Diana. Quel est le but ultime de faire ça ce soir, ai-je demandé, un peu nerveuse face à l'explosion à venir. La vérité absolue, a-t-il dit, ses yeux brillants d'un feu froid et terrifiant que je n'avais jamais vu en lui auparavant. Toute la vérité. Fini les secrets de famille. Fini de protéger son ego. Fini les mensonges. J'ai besoin que chaque personne dans cette pièce sache exactement qui est vraiment ma femme. Et j'ai désespérément besoin que tu sois là,
assise à côté de moi avec ton ordinateur portable et ton tableau de bord pour me soutenir. Peux-tu faire ça pour moi? J'ai regardé de l'autre côté de la table cet homme profondément trahi dont le monde entier avait été violemment bouleversé au cours des dernières 48 heures. Il n'essayait pas seulement de sauver agressivement ses propres finances. Il essayait d'imposer un immense jugement moral qui aurait dû avoir lieu il y a 5 ans dans ma famille. Il faisait enfin exactement ce que j'avais eu bien trop peur de faire pendant des années. Oui, ai-je dit, un sentiment massif et renouvelé d'avoir un but inondant mes veines. Je serai absolument là. Ce soir-là, à 8:00 précisément, j'ai franchi les lourdes portes en bois pour entrer dans le loft incroyablement beau et spacieux de Vanessa et Nathaniel en centre-ville, le loft exact que mes paiements mensuels avaient aidé à obtenir. Et j'ai ressenti un sentiment étrange et profond de calme total. Mes parents, Margaret et Richard, et Vanessa, étaient déjà assis ensemble d'un côté du grand salon. Ils étaient blottis les uns contre les autres, ressemblant exactement à un front uni et défensif, prêt pour une bataille. Vanessa m'a lancé un regard incroyablement suffisant et victorieux quand je suis entré. Elle pensait clairement que cette réunion d'urgence, convoquée par son puissant mari, était spécifiquement conçue pour me forcer à rentrer dans le rang et exiger que je rétablisse les paiements. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle marchait avec confiance vers sa propre exécution publique. Les parents de Nathaniel, un couple plus âgé, très discret et profondément distingué, étaient assis sur le canapé opposé, ayant l'air très mal à l'aise et confus. J'ai complètement contourné ma famille et j'ai pris place juste à côté des parents de Nathaniel, créant instantanément une ligne de division physique très claire dans la grande pièce. Nathaniel se tenait juste au milieu de la pièce, tenant un épais dossier en carton dans ses mains. Merci à tous d'être venus ce soir avec un préavis aussi court, a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une autorité absolue et indéniable. J'ai convoqué cette réunion car, au cours des dernières 24 heures, j'ai découvert des choses profondément et horriblement troublantes au sujet des finances de notre famille, et la toile toxique et massive de mensonges qui a tout maintenu ensemble. Il s'est tourné lentement et a pointé son doigt directement sur moi. Et tout cela commence avec toi, Diana. Vanessa a souri largement. Ma mère a eu l'air incroyablement confortée, se redressant sur son siège. Cela commence. Nathaniel a continué doucement, ses yeux balayant lentement pour se fixer droit sur le visage de sa femme. Avec les 52 800 € que Diana a discrètement payés de sa propre poche pour couvrir tes dettes secrètes et massives pendant les 5 dernières années. Le sourire suffisant a instantanément disparu du visage de Vanessa, comme si elle avait été giflée. Ma mère a laissé échapper un fort halètement. Mon père a juste regardé dans le vide, son visage se vidant rapidement de toute couleur. Le procès avait officiellement commencé. Le silence qui a suivi la brutale déclaration d'ouverture de Nathaniel était absolument assourdissant. C'était comme s'il avait instantanément aspiré tout l'oxygène du loft. Vanessa le regardait bouche bée comme un poisson, son visage étant un mélange chaotique de choc total et de panique. « Nathaniel, de quoi parles-tu bon sang » a balbutié ma mère, retrouvant sa voix la première, se précipitant instinctivement pour défendre son enfant en or. C'est une affaire de famille privée entre sœurs. Diana est juste en train d'être excessivement dramatique à propos d'un petit prêt. Est-elle dramatique, a répondu Nathaniel, sa voix baissant dangereusement bas. Il s'est dirigé vers l'immense télévision à écran plat fixée sur le mur de briques, a tiré un câble vidéo et l'a branché directement sur mon ordinateur portable ouvert. Une fraction de seconde plus tard, mon immense tableau de bord, mon témoin secret et silencieux pendant 5 ans, était affiché de manière lumineuse pour que chaque personne présente dans la pièce puisse le voir clairement. Date, Capital 1, Chase, American Express, Discover, prêt personnel, total mensuel, grand total. 60 lignes incroyablement détaillées d'une vérité financière indéniable et méticuleusement documentée, brillant sur l'écran. Personnellement, je ne trouve pas qu'un chiffre de 52 800 € soit particulièrement dramatique, a dit Nathaniel, les laissant tous absorber les chiffres massifs qui les fixaient. Je trouve que c'est un vol littéral. Maintenant, attendez juste une minute. Mon père a fanfaronné bruyamment, trouvant enfin son courage. Diana a proposé d'aider sa sœur. C'était un prêt familial, un arrangement familial privé. Un prêt implique fortement une intention claire de rembourser l'argent, a rétorqué Nathaniel sans manquer un seul temps. Dis-moi, Vanessa, y a-t-il jamais eu de réelle intention de rembourser ta sœur ?
Ou ton brillant plan d'affaires consistait-il simplement à laisser Diana financer indéfiniment ton style de vie somptueux pendant que tu mentais continuellement en plein visage à ton propre mari au sujet d'un fonds fiduciaire d'héritage totalement inexistant? Vanessa est restée assise là, complètement figée, le visage d'une pâleur cendrée. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais absolument aucun mot n'est sorti. Elle était totalement coincée et elle le savait. C'est complètement ridicule, a fulminé ma mère avec méchanceté, tournant son regard colérique directement vers moi. Tu l'as poussée à faire ça, Diana. Tu l'as complètement empoisonnée contre ta propre sœur parce que tu es si jalouse. Elle n'a pas eu besoin de m'empoisonner, a dit Nathaniel, sa voix devenant beaucoup plus personnelle, semblant incroyablement blessée. Vanessa a fait ça toute seule. Parce que les 52 000 €, c'était juste la pointe de l'iceberg. Il a cliqué sur un bouton de l'ordinateur portable et le tableau de bord a disparu, instantanément remplacé par un tout nouveau document. C'était un résumé très détaillé des dettes préparé par un comptable professionnel. Il répertoriait des prêts automobiles massifs, des lignes de crédit personnel cachées et de multiples cartes de crédit de grands magasins saturés dont même moi j'ignorais l'existence. Ceci est l'événement principal, a annoncé Nathaniel, sa voix résonnant fortement d'une fureur froide et absolue. La vérité terrifiante, que j'ai malheureusement découverte au cours des dernières 24 heures, est que ma femme n'est pas actuellement endettée à hauteur de 52 000 €. Sa dette personnelle totale, soigneusement cachée depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, s'élève à exactement 96 500 €. 96 500 €. Le chiffre massif a atterri au milieu de la pièce comme une bombe atomique. Ma mère a laissé échapper un petit cri étranglé et horrifiant. Mon père avait l'air de vouloir véritablement vomir physiquement. Même moi, j'étais complètement sous le choc. Je savais que c'était incroyablement grave, mais je n'avais absolument aucune idée que c'était aussi catastrophique. Les vacances de luxe, le nouveau véhicule utilitaire sport, l'acompte massif sur ce loft même dans lequel nous sommes assis, a continué Nathaniel sans pitié, sa voix augmentant en volume avec chaque mot dévastateur. Tout cela, ce sont des dettes. Toute la vie glamour qu'elle a construite avec moi n'est rien d'autre qu'un fragile château de cartes, entièrement financé par des mensonges pathologiques et par le sacrifice silencieux et angoissant de sa sœur aînée. Elle m'a menti sur la réussite de son entreprise. Elle m'a menti sur ses finances. Et elle m'a menti sur sa famille. Il a finalement reporté toute son attention terrifiante sur sa femme, qui ressemblait maintenant à une toute petite enfant incroyablement brisée, s'enfonçant dans le canapé. Tu m'as laissé croire que tu étais cette brillante femme autodidacte, a-t-il dit avec dégoût. Tu as laissé ta propre sœur se ruiner financièrement juste pour maintenir ton stupide fantasme. Et puis, et c'est la partie absolue que l'on ne peut vraiment pas pardonner. Tu as eu l'audace pure de laisser tes parents l'humilier publiquement pour cela. Il s'est tourné et a lancé un regard noir à mes parents. Et vous aussi. Vous avez complètement encouragé cela. Vous l'avez regardé se produire juste devant vous. Vous avez ouvertement vénéré la fausse image, et vous avez complètement ignoré la fille qui payait activement pour le cadre. Vous devriez avoir profondément honte de vous en tant que parent. C'était une annihilation complète et totale. Chaque mensonge, chaque secret toxique, chaque profonde injustice ont été violemment mis à nu sous les lumières crues encastrées du salon. Vanessa a finalement craqué. Elle a enfoui son visage impeccable dans ses mains et a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Pas des larmes calmes, jolies et pleines de regrets, mais des sanglots bruyants, laids, haletants, d'apitoiement intense sur son sort. C'était le son incroyablement pathétique d'une enfant en or profondément gâtée à qui l'on disait finalement non pour la toute première fois de sa vie entière. Mes parents étaient complètement sans voix. Leur visage était une toile tordue de pure horreur et de honte profonde et indéniable. Ils ne pouvaient plus du tout la défendre. Ils ne pouvaient pas nier la preuve massive et lumineuse juste là sur l'écran de télévision. La fondation entière, pourrie et infestée de termites, de notre dynamique familiale s'était complètement effondrée en poussière en l'espace de 10 minutes. Je suis juste restée assise là, calmement, regardant le désastre se dérouler. Je ne ressentais pas un immense sentiment de triomphe. Je ne ressentais plus de colère ardente. Je me sentais juste incroyablement calme. Le poids massif et étouffant avait enfin été levé. Pas seulement de mon compte bancaire, mais de mon âme elle-même. J'étais enfin libre. Dans le long silence résonnant qui a suivi l'effondrement émotionnel total de Vanessa, Nathaniel était la seule et unique personne qui semblait avoir un plan clair et réalisable.
Il en avait complètement fini avec le chaos théâtral et émotionnel. Il était temps de passer à des solutions hautement pratiques et incroyablement brutales. Voici exactement ce qui va se passer à partir de demain matin, a-t-il annoncé d'une voix forte, ne laissant absolument aucune place à la négociation ou à la discussion. Il ressemblait exactement à un président directeur général d'entreprise impitoyable annonçant une restructuration massive. Mes parents et Vanessa l'ont regardé avec de grands yeux terrifiés, réalisant qu'il détenait toutes les cartes. Premièrement, a-t-il déclaré, tirant un morceau de papier de son dossier. La location du véhicule utilitaire sport de luxe est résiliée immédiatement. À partir de demain, Vanessa, tu conduiras ma vieille Honda Civic qui est dans le garage. Elle est entièrement payée. Vanessa a levé les yeux, son visage horriblement strié de larmes et gonflé. Mais Nathaniel, mes clients, je ne peux pas arriver à des réunions dans une. Tu n'as pas de vrais clients, Vanessa. Nathaniel l'a coupé froidement, ne montrant aucune pitié. Nous le savons tous les deux maintenant. Ton entreprise est un fantasme total, donc tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Deuxièmement, a-t-il continué, lisant sa liste. Le voyage coûteux en Europe que nous avions prévu pour le printemps est officiellement annulé. Nous aurons extrêmement de chance si nous pouvons nous offrir un week-end bon marché dans le parc d'État local pour les 5 prochaines années, pendant que nous nettoyons tes dégâts. Toutes les dépenses non essentielles s'arrêtent immédiatement. Cela signifie absolument plus de dîners chers au restaurant, plus de vêtements de créateurs, plus de nouveaux gadgets technologiques, et plus de journées au spa. Il a fait une pause délibérée, laissant la dure réalité incroyablement sombre de sa nouvelle vie restreinte s'installer complètement. Troisièmement, et c'est absolument le plus important, a dit Nathaniel en regardant son père dans les yeux, tu vas trouver un travail, un vrai travail avec un formulaire fiscal et un chèque de paie régulier toutes les 2 semaines. Je me fiche que ce soit emballer des courses au supermarché local ou répondre au téléphone dans un centre d'appels ennuyeux. Tu vas immédiatement commencer à apporter de l'argent réel à cette montagne massive de dettes que tu as créée. Ta carrière très coûteuse en tant qu'entrepreneur visionnaire est complètement terminée. Chaque point tranchant était un autre lourd clou dans le cercueil de la fausse vie glamour que Vanessa avait prétendu vivre pendant si longtemps. Mes parents sont juste restés assis là, sur le canapé cher, hochant la tête d'un air engourdi. Leur autorité parentale était complètement et totalement dépouillée. Ils n'avaient absolument aucun pouvoir dans cette pièce. Nathaniel, l'étranger, le mari trahi, avait maintenant un contrôle dictatorial complet. Il s'est ensuite détourné d'eux et m'a regardé directement. Ses expressions sévères se sont considérablement adoucies. Diana, je suis tellement, incroyablement désolé que tu aies été entraînée là-dedans, a-t-il dit sincèrement. Je te promets sur mon honneur que nous travaillerons agressivement pour te rembourser chaque dollar de ces 52 000 €. Ne t'inquiète même pas pour mon argent pour le moment, Nathaniel, ai-je dit en me levant et en attrapant la sacoche de mon ordinateur portable. Concentre-toi juste sur la remise en ordre de ta propre maison. Alors que la réunion profondément inconfortable se dispersait, mes parents ont désespérément essayé de m'approcher. Ma mère a tendu une main tremblante, commençant par un Diana, nous n'avions honnêtement aucune idée que c'était larmoyant. J'ai immédiatement levé la main, l'arrêtant net. Je n'avais absolument pas l'énergie émotionnelle pour leurs excuses pathétiques ou leur rétropédalage. Pas ce soir. J'ai besoin d'un espace massif, ai-je dit, ma voix complètement plate et dépourvue d'émotion. De beaucoup d'espace. Ne m'appelez pas. J'ai passé la porte de ce loft immense, me sentant plus légère et plus grande que je ne l'avais été depuis des années. Les retombées immédiates ont été incroyablement désordonnées et douloureuses à regarder, mais elles étaient aussi absolument nécessaires à la survie. La dynamique de pouvoir toxique qui m'avait étouffé toute ma vie avait été irrévocablement brisée en 1 million de morceaux. Vanessa n'était plus l'enfant en or intouchable. Elle était juste une femme pleine de défauts, se noyant sous une quantité énorme de dettes. Et je n'étais plus la mule invisible et maltraitée. J'étais juste Diana. Et pour la toute première fois de mes 35 années sur Terre, j'ai enfin eu l'impression que c'était suffisant. Quelques jours profondément paisibles se sont écoulés dans un silence absolu et béni. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique frénétique, pas de messages manipulateurs et pleurnichards. C'était exactement comme se tenir dans l'œil calme d'un ouragan massif. Les vents hautement destructeurs de l'implosion familiale étaient passés, laissant un calme étrange et quelque peu troublant dans leur sillage. Je suis allé au travail, je suis rentré dans mon petit appartement et j'ai profondément apprécié le calme,
me délectant simplement de la liberté massive de ne pas avoir à vérifier constamment mon compte bancaire pour voir si la fausse vie de ma sœur implosait. Puis, un soir de pluie, il y a eu un coup discret et hésitant à la porte de mon appartement. Je n'attendais absolument personne. J'ai regardé par le Judas et mon cœur a légèrement chaviré. C'était mon père, Richard. Il se tenait là, complètement seul. Les épaules affaissées, paraissant considérablement plus vieux et incroyablement plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Mon tout premier instinct a été de l'ignorer complètement, d'éteindre les lumières et de faire semblant de ne pas être à la maison. Mais le regard totalement vaincu dans ses yeux m'a arrêté. Ce n'était pas la posture agressive d'un homme venant pour une autre dispute. C'était la posture profondément humiliée d'un homme qui avait complètement perdu. J'ai déverrouillé le pêne dormant et j'ai ouvert la porte. « Diana » a-t-il dit doucement, la voix se brisant légèrement. « Puis-je, s'il te plaît entrer juste une minute ?» Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer dans mon petit salon, la pièce exacte dans laquelle j'avais été piégé pendant 5 ans juste pour me permettre de payer la vie somptueuse de son autre fille. Il a regardé autour de lui lentement, semblant voir réellement les meubles usés et l'espace exigu pour la toute première fois. Nous sommes restés là dans un silence très gênant pendant un long moment. « Je suis venu ici pour m'excuser » a-t-il finalement commencé, luttant lourdement pour trouver les bons mots. Je n'ai rien dit. J'ai juste croisé les bras et j'ai attendu. J'avais complètement tort, a-t-il dit, se forçant finalement à me regarder directement dans les yeux. Ce que je t'ai dit au téléphone sur le fait que tu étais cruel, c'était mal. J'avais tort. Il a pris une respiration très tremblante. En voyant tout cela projeté sur cet écran, les chiffres massifs, en comprenant enfin ce à quoi tu as renoncé. Nous aurions dû le voir tellement plus tôt. Nous aurions dû poser les questions difficiles. Et j'aurais dû prendre ta défense à cette table de Thanksgiving. Les excuses étaient très maladroites, hésitantes, et avec exactement 5 ans de retard. Mais c'était aussi la chose la plus honnête et la plus vulnérable qu'il m'ait jamais dite en une décennie. Je suis tellement désolé, Diana, a-t-il dit, sa voix se brisant complètement. Je t'ai laissé tomber. En tant que père, je t'ai misérablement laissé tomber. Une grande partie de moi voulait exploser de rage contre lui, hurler et lui demander où étaient ses excuses pendant les 5 dernières années. Mais en regardant l'homme brisé et vieillissant qui se tenait maladroitement dans mon salon, j'ai juste ressenti un profond et lourd sentiment de tristesse. J'apprécie sincèrement que tu dises ça, papa, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mais il va falloir beaucoup de temps pour que les choses redeviennent normales, si elles le redeviennent un jour. Je sais, a-t-il acquiescé tristement. Je comprends tout à fait. J'avais juste besoin que tu le saches. Il n'est pas resté longtemps. Le gouffre massif entre nous était beaucoup trop large pour être instantanément comblé par une seule conversation. Mais alors qu'il passait la porte, j'ai senti une petite étincelle de chaleur dans ma poitrine. Ce n'était pas un pardon instantané. Pas encore. Mais c'était un vrai début. Il avait enfin reconnu la vérité. Cela n'effaçait pas par magie le passé douloureux, mais cela rendait hautement possible d'imaginer un tout autre type d'avenir pour nous. L'année suivante a été une année hautement transformatrice, faite de changements sismiques discrets dans toutes nos vies. Comme il l'avait fermement promis, Nathaniel a orchestré une refonte complète et massive de leur vie entière. Le véhicule utilitaire sport de luxe Tapa accent Graveleuil a été immédiatement rendu, remplacé par sa berline incroyablement vieille et très raisonnable. Le loft massif du centre-ville a été rapidement mis sur le marché, et ils ont déménagé dans un appartement de location très petit et modeste dans un quartier beaucoup moins à la mode de la ville. Vanessa a été forcée de trouver un emploi régulier, occupant un poste administratif de premier échelon dans un bureau d'assurance local. Il n'y avait absolument plus de photos de vacances exotiques et coûteuses publiées sur ses réseaux sociaux. À la place, il n'y avait que de rares photos d'eux faisant de la randonnée dans un parc d'état gratuit à proximité. Ce fut un retour à la dure réalité massivement humiliant et très choquant pour elle. Pour moi, la vie s'est rapidement épanouie avec 880 € supplémentaires reposant confortablement sur mon compte bancaire chaque mois. La pression financière massive sous laquelle j'avais vécu s'est entièrement évaporée. J'ai enfin commencé à cotiser lourdement à mon fonds de retraite. J'ai même versé un acompte solide sur un magnifique petit appartement dans un très beau quartier, avec un balcon et une chambre d'amis. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression de construire activement une vie spécifiquement pour moi-même, et non pas de rembourser sans fin les dettes toxiques de quelqu'un d'autre.
Environ exactement 6 mois après la réunion de famille explosive, j'ai reçu une alerte soudaine de mon application bancaire sur mon téléphone. C'était un dépôt direct automatique du compte de Vanessa. Montant, 100 €. Mémo, paiement 1. 100 € était une pitance totale comparée à la montagne massive de 52 000 € qu'elle me devait encore. Mais honnêtement, c'était aussi un miracle absolu. C'était la toute première fois de toute sa vie qu'elle me donnait quelque chose sans y être violemment forcée. C'était une reconnaissance tangible et indéniable de la dette, tant financière que morale. J'ai fixé la notification lumineuse pendant un très long moment. J'ai pensé à envoyer un message très sarcastique, quelque chose de cinglant comme « plus que 527 paiements à effectuer ». Mais je ne l'ai pas fait. C'était l'ancienne Diana, celle qui vivait constamment dans un état de réaction amère au dysfonctionnement toxique de sa famille. Au lieu de cela, j'ai simplement répondu par un message très simple de 2 mots. Bien reçu, merci. Les petits paiements mensuels ont continué de manière constante par la suite. Parfois c'était 100 €, parfois c'était 150 €. Une fois, quand elle a eu un mois difficile, ce n'était que 50 €, mais cela arrivait toujours régulièrement. Chaque paiement incroyablement petit était comme une goutte d'eau régulière, érodant très lentement la montagne massive de ressentiment que je portais encore. Une année complète, jour pour jour après ce dîner de Thanksgiving fatidique, une invitation très inattendue est arrivée dans mon courrier. Elle venait de Nathaniel et Vanessa. Ils organisaient Thanksgiving cette année dans leur petit appartement de location, et ils voulaient sincèrement que je vienne. Mon premier instinct a été de dire absolument non. La simple idée de m'asseoir à une autre table de Thanksgiving avec eux me retournait physiquement l'estomac. Mais ensuite, j'ai longuement considéré la source. Ce n'était pas une invitation hautement manipulatrice de ma mère, imprégnée d'une obligation toxique. C'était un geste authentique de reconstruction de la part de Nathaniel et, curieusement, de Vanessa. J'ai finalement décidé d'y aller. Leur nouvel appartement de location était incroyablement petit, mais il était très propre et étonnamment douillet. La lourde et familière odeur de dinde rôtie remplissait toujours joyeusement l'air, mais quelque chose de massif était fondamentalement différent. La tension étouffante avait complètement disparu. Le besoin désespéré et épuisant de faire une représentation publique, de donner un grand spectacle de bonheur parfait de famille riche, s'était entièrement évanoui. Vanessa avait l'air considérablement différente. Elle avait perdu une partie de cette arrogance très polie. Elle avait l'air fatiguée de travailler 40 heures par semaine, mais aussi beaucoup plus ancrée, beaucoup plus vraie. Elle m'a accueilli juste à la porte d'entrée avec un « Et, Diana, je suis vraiment, vraiment contente que tu aies pu venir », calme et très sincère. Il n'y avait absolument aucun sourire narquois vicieux. Juste une femme qui avait été profondément humiliée par la réalité. Le dîner a été honnêtement le repas de famille le plus ennuyeux et le plus normal que nous ayons apprécié en plus d'une décennie. Nous n'avons pas parlé de la fausse marque de style de vie de Vanessa ou de mon travail raisonnable. Nous avons juste parlé du changement de temps, d'un nouveau film que Clara avait récemment vu, et des lents progrès que mes parents faisaient dans le jardin de leur jardin. C'était incroyablement ennuyeux, et c'était absolument magnifique. Pendant très longtemps, j'ai profondément cru que le fait d'établir cette limite massive à Thanksgiving et d'annuler ces cartes était un acte de destruction totale. Je pensais honnêtement avoir brûlé ma famille entière jusqu'au sol. Mais debout dans cette petite cuisine un an plus tard, j'ai finalement vu que ce n'était pas du tout un acte de destruction. C'était un acte essentiel de construction. Il m'a fallu absolument brûler la structure complètement pourrie et infestée de termites de notre dynamique toxique pour construire quelque chose de sain et de nouveau à la place. J'ai fondamentalement appris que les limites personnelles ne sont absolument pas des murs de briques conçus pour empêcher les gens d'entrer. Ce sont simplement des clôtures qui apprennent clairement aux gens exactement comment vous vous attendez à être traités. Il ne s'agit pas d'être cruel ou vindicatif. Il s'agit entièrement de respect massif de soi-même. J'ai complètement perdu l'illusion toxique d'une famille parfaite et riche, celle-là même pour laquelle je m'étais presque ruiné financièrement et émotionnellement pendant des années pour la maintenir. Mais à la place, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup, beaucoup plus précieux.